Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Hey, bienvenue dans le trio économique. Deuxième partie du Q&A, qui va peut-être avoir d'autres parties parce qu'on est rendu à la question 5 sur 42, comme d'habitude. Normalement, au début des podcasts, j'insulte Vincent, mais là, ça fait bizarre, je l'ai insulté il y a 1 heure, plus qu'une fois. Yann, mange la merde. Okay. C'est fait. Tu vois? Fuck you, man. C'est fait. Tu vois? À la place, on va faire du constructif, OK? Je vous reparle du livre d'Antoine Bernier, Les leçons du passé. Tome 1, Le piège du confort, un roman qui est basé sur certains personnages du trio économique, mais beaucoup de théories économiques que vous avez vues tout au long du podcast. Pourquoi c'est comme ça? C'est qu'Antoine, dans le fond, est un auditeur régulier du podcast. Il s'est basé sur plusieurs choses qu'il a apprises avec nous pour construire son roman. Un jeune qui aime le baseball, mais qui revient dans le passé, en 1925, et qui revit cette époque assez rocambolesque. Va vivre la crise économique à un moment donné dans ce petit livre-là. Donc, c'est quand même un livre qui est super intéressant. On vous le recommande. C'est disponible sur Amazon. Un auteur québécois qui aime beaucoup le trio économique. Hey, si tu m'avais dit en 2021 que ce podcast-là allait donner lieu à des créations littéraires, j'aurais dit, ouais, je sais pas. Le pire, c'est que tu n'étais même pas excité, toi, là-dessus, au début. Yann t'a dit, hey, j'ai un prof d'université. Toi, tu disais, ah, c'est que ça va être plate. Non, je le sais que tu as dit une variante de ça. Mais j'exagère. Non, j'ai pas dit ça. Non, la vraie réalité, c'est que les premiers épisodes, Frank n'était pas sûr. Non, mais moi, je te connaissais, Vincent, pas personnellement, mais je savais t'étais qui. J'avais déjà lu une couple de tes textes, puis ton livre, je le connaissais. Mais c'est parce que Yann, au début, il me dit, hey, va voir, il a déjà publié des vidéos. Puis là, il y avait une vidéo de toi sur YouTube qui était genre mauvais, man. Tout croche, tu regardais même pas dans l'écran, puis tu parlais d'une affaire, puis j'étais comme. Je pense que c'est un de ses cours qu'il avait publié. Ouais, c'est un cours que tu avais publié, ou de quoi, genre 2019 ou de quoi de même. Là. Puis là. T'étais pas bon, là. Ben, tu sais, Yann, il me dit, va checker ça, tu vas voir, c'est écœurant. Fait que là, ben, genre, ça serait écœurant. Puis, tu sais, j'avais de la misère à me visualiser comment on allait pouvoir créer de quoi d'intéressant. C'est sûr que sur l'aspect technique, j'ai jamais été particulièrement. Ben, c'est ça. Mais on s'est amélioré. Ben, écoute, je partais de loin. Hein. Ben, c'est sûr que si vous recommencez les trios économiques depuis le début, vous partez avec l'épisode 1, qui je pense qui est Vincent Gelozo. Si vous trouvez ça moyen, persévérez un peu. Là. Pour vrai, ça s'améliore après quelques épisodes, notre affaire. On devrait le refaire, cet épisode-là, juste pour que ça soit. Juste pour enlever le premier, parce que. On refait l'épisode 1 du trio économique. Juste comme, tu sais, à un moment donné, il y a des redux, là. Ouais, puis sais-tu quoi, même au bout de 4 ans, quasiment 5 ans, je pense que tu peux revenir à un sujet que tu as déjà traité parce que c'est tellement rendu loin que tu peux avoir des nouvelles affaires. Ouais. En fait, c'est drôle que tu dis ça, puis on passera à la question après. Puis je me suis comme émergé la question, on devrait peut-être la poser, je voulais la poser aux auditeurs. Après combien d'années on a le droit de revenir sur un sujet? Parce qu'il y a des affaires comme l'immigration, on l'a fait dès le début, mais on n'en parle plus aussi autant qu'avant. On en a fait un autre il y a 2 ans. Ça fait 4 ans là, qu'on se parle ici, les gars. 4 ans. Moi, je suis tout le temps impressionné des commentaires YouTube. Tu vois quelqu'un qui apparaît, puis « Ah, hey, c'était vraiment intéressant, tout ça, épisode 34 du trio économique, publié genre il y a 3 ans et demi. » Oh, ouais, c'est spécial pareil. En tout cas, les gens nous diront ça dans les commentaires. Fait que question, en fait, c'est la première d'aujourd'hui, mais c'est la 6e des questions des gens. Sur 42. Sur 42. Fait que j'espère que ta sélection t'est bonne, puis on s'excuse pour les autres. Ben écoute, j'en ai une couple d'autres, là. Fait que après ça, on prendra celle qui reste, mais j'ai pris mes préférés. Shady Cash qui demandait qu'est-ce qu'il faudrait concrètement, il manque un mot, mais le reste est bien écrit, pour que le Québec arrête de surpayer pour tout. Chaque fois qu'il y a des travaux, les coûts annoncés sont beaucoup plus élevés que prévu. La réponse pour ça,
Ben, écoute, il y a deux réponses. La première, c'est qu'il va y avoir un petit chapitre dans le livre à venir autour du libéralisme en 80 idées. Il sortira dans quelques semaines. Il est presque fini. Ma femme m'aide à faire les dernières révisions stylistiques. Puis, comme j'ai confiance à ma femme beaucoup plus que. Alors, fait au complet. Ben, c'est parce qu'elle me donne des affaires assez comment je pense. Fait qu'elle m'a aidé à faire des corrections. Mais j'ai un chapitre dans le livre où est-ce qu'on mentionne un maire hypothétique d'une ville hypothétique proche de Québec qui s'appelle Québec. On dit, ben, pourquoi est-ce que l'État ne fait pas juste prendre en charge tous les projets publics parce qu'il n'y a pas de profit? Y a-t-il quelqu'un qui a essayé de faire un tramway lui-même, par exemple? Après deux consortiums qui disent « Moi, je ne cote pas là-dessus. » Il décide de le faire par lui-même. J'ai dit que c'était hypothétique. Ouais, il avait un consortium, j'ai dit qu'il y en avait deux. Ouais. OK, mais c'est un exemple. C'est un exemple hypothétique, OK? Mais dans la note, où est-ce que je mentionne le peur d'avoir un coup de running shoe, toi, là? Non, mais on parle de Bono ici, là, OK? Le chanteur irlandais. C'est qu'on n'est pas... Je ne suis pas du monde aujourd'hui. Mais dans la note, dans le petit chapitre, j'explique que pourquoi est-ce que les administrations publiques, systématiquement, ont des coûts plus élevés. Puis on en avait parlé un peu dans l'épisode avec Marcel Boyer. C'est parce que les administrations publiques, elles passent tout le temps les risques à une personne qui a une option de paiement, c'est-à-dire le contribuable. Et il n'a pas consenti du tout là-dessus, fait qu'il peut se retrouver à payer beaucoup plus cher. Et les agents qui sont dans le lot, les bureaucrates, n'ont aucune incitation à contrôler exactement, l'excellent livre de Marcel. Les bureaucrates n'ont aucune incitation à contrôler les dépenses publiques parce que ce n'est pas leur argent qui est en jeu. Fait que le point fondamental qui est là sur les marchés publics, c'est que les politiciens ne vont jamais faire ça naturellement. En fait, tu vas toujours avoir des dépassements de coûts. La question, c'est comment tu fais pour les minimiser. Bien, l'une des choses absolument évidentes à faire, c'est que tu devrais limiter la chance que les politiciens et les bureaucrates puissent rencontrer les soumissionnaires dans des projets publics et donc d'ouvrir la porte à des concurrents étrangers de telle sorte que le marché soit le plus large possible et donc assez transparent pour que les contribuables puissent évaluer s'ils se font avoir. C'est la première chose. L'autre chose, et le plus classique, c'est ce que l'Institut économique parlait dès 2001, c'est qu'il faut que tu permettes d'avoir de la compétition entre les gouvernements, que ce soit entre le provincial puis entre les différentes provinces, mais aussi entre les différentes municipalités. Parce que si tu fais de la concurrence entre municipalités, les contribuables qui se font fourrer par des villes qui font des niaiseries comme, disons, le maire hypothétique d'une ville hypothétique à propos d'un tramway hypothétique avec des trottoirs éponges hypothétiques, bien, ils peuvent quitter la municipalité et ne pas consentir à l'augmentation d'impôts à toute fin pratique ou à l'augmentation de risques qu'ils doivent assumer. Dans un tel cas, tu crées une pression pour que les politiciens ne cèdent pas à la tentation en premier lieu. Ajoute à ça toutes sortes de distorsions, comme de quoi que beaucoup d'argent dépensé par nos maires ou nos provinces proviennent du fédéral, donc ils n'ont pas eu l'odieux de taxer les citoyens pour le truc. Ça, c'est un gros problème de distorsion. Et rajoute à ça aussi au fait qu'on a toutes sortes de lois au Québec où est-ce qu'on s'arrange pour avoir le déficit zéro. Mais ce déficit zéro-là, tu peux avoir une année où est-ce que tu n'as aucun surplus budgétaire, aucun déficit budgétaire. Tu as vraiment réussi à atteindre le zéro absolu et la dette a augmenté de 10 milliards. Et là, tu es là, tu te dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y a eu des dépenses d'infrastructure. Oui, il cache les dépenses là-dessus. Là, ce que tu te rends compte, c'est que dans les dépenses d'infrastructure, tu te dis, OK, on a payé pour un pont, le pont est amorti sur 30 ans, sur 40 ans, donc c'est logique de le mettre dans les actifs et les passifs en même temps, en passant une portion seulement dans les dépenses. Pour la gestion d'entreprise, ça peut sembler faire du sens, mais quand tu grattes un peu, tu te rends compte que le fonctionnaire qui travaille au ministère des Transports, qui a été transféré au bureau de projet, il a été sacré direct sa dette et il n'est plus dans les dépenses courantes du gouvernement. Donc, il y a des artifices comptables dans tout ça qui font en sorte que quand on analyse le coût du projet global, tu te dis, voyons, comment ça a coûté aussi cher? C'est parce que tous les fonctionnaires qui ont été camouflés là-dedans, c'est beaucoup plus pire que vous pensez. Et je ne suis pas sûr à 100% que tous les fonctionnaires qui ont été camouflés là-dedans ont travaillé sur le projet. Il y a vraiment beaucoup de crosses au niveau de la comptabilité des gouvernements. Moi, j'aime bien mon mécanisme qui est beaucoup plus méchant,
qui est de dire si, par exemple, le projet de tel ministère dépasse de 30 le montant qui avait été donné initialement, le ministre doit donner 30 de son salaire au Trésor public et ça doit venir de ses Ouais, poches mais directement. ils sont assez intelligents Parce qu'on- pour augmenter le frais en amont. Puis dire, c'est tous les producteurs qui sont des crosseurs. Puis là, ils vont Oui, faire mais ça passer. dépasse pareil anyway. C'est ce que la ministre Guilbeault nous avait vendu là, récemment quand elle parlait du pont de l'île d'Orléans, là, que c'était comme une nouvelle comptabilité. Puis vous trouvez que c'est un montant qui n'a pas d'allure, mais c'est parce que maintenant, on a casqué, compte mieux. on compte mieux, puis tu sais, il n'y en aura plus de dépassement de coûts. Guess what? Quand il va être bâti, ça va avoir coûté 1 à 2 milliards de plus que ce qu'ils ont annoncé. Écoute, je suis d'accord. Mais je suis sûr qu'ils feraient quelque chose pour tourner autour de la règle. Ils sont assez intelligents. C'est pour ça que ce que je dis la bonne solution, je ne pense pas que c'est une mauvaise solution en soi, mais je pense que la plus efficace, c'est toujours, encore une fois, je me répète, de casser les pouvoirs politiques le plus possible pour pas qu'ils aient la capacité qu'ils aient de la concurrence entre eux. C'est ce que tu peux faire de mieux dans ce cas-ci. Prochaine question. SP White qui demandait, fait que là, je suis sur mon téléphone. SP White en a demandé beaucoup, là. Fait qu'il me demande est-ce que la définition du PIB a changé avec le temps? La réponse, c'est non, pas vraiment. On a juste plusieurs définitions qu'on a et on ajoute depuis quelques années ce qu'on appelle des comptes satellites pour essayer de mesurer des choses qu'on mesure plus, qu'on ne mesurait pas, comme par exemple l'économie informelle ou la dépréciation des ressources naturelles, toutes des choses comme ça, mais la philosophie du PIB n'a pas changé. On a fait un épisode au complet là-dessus. Il y a plus des problèmes de mesure qu'il y a des problèmes de concept. Fait que ça répond à ça. Il y a une question de SP White sur la stratégie d'investissement que j'ai. Je ne répondrai pas à ça. Je vais laisser Yann parler de ça. Moi, je ne parle pas de mes finances personnelles ici. Je ne suis pas conseiller en placement. Puis deux, je vous aime bien, les auditeurs, mais ce n'est pas de vos affaires. En fait, c'est que si tu avais des stratégies gagnantes, de toute façon, tu ne les donnerais pas. Ben oui, en fait, j'ai déjà parlé plusieurs fois de ça. If I knew, I wouldn't tell you. C'est ça. Si je savais comment battre le marché, j'en parlerais pas. Je ferais juste un esti de leverage puis j'aurais mon île dans les Caraïbes. Ben, c'est pour ça que, tu sais, quand les gouvernements arrivent là, avec les Fitzgibbon de ce monde, puis en nous disant qu'ils ont trouvé des filières incroyables dans lesquelles il va y avoir 1001 rendements, puis ils vont mettre de l'argent là-dedans, vous allez voir ce que vous allez voir. Ben, moi, toutes les fois, je suis comme, mais si c'était vrai, ce gars-là démissionnerait comme ministre et mettrait tous ses avoirs personnels dans le projet. Là. Oui, ben moi aussi, je ferais ça. Je veux dire, en quel honneur? Pourquoi? Tu as découvert un filon incroyable, mais toi, tu es tellement vertueux que tu ne mettras pas une scène privée là-dedans. Ben non, c'est des anges en politique. C'est comme disait James Madison, si la politique était composée d'anges, nous n'aurions pas besoin de politique. C'est la preuve qu'on a juste besoin d'anges. C'est ça. C'est ça que ça voulait dire. Hein? Ben oui. C'était pas un propos à propos de comment contraindre le pouvoir politique. Ça voulait juste dire qu'on avait besoin d'anges en politique. J'entends Sam Rasmussen maintenant de la manière dont je l'ai dit. Puis là, je suis comme, si j'ai fait du Sam. Je l'aime, mais je vais laisser les envolées verbales à Sam, pas à moi. Dis pas ça, il ne dormira pas encore de la semaine. Ah, c'est qu'on l'aime. On l'aime. C'est quoi l'expression? C'est un être d'amour. Un être d'amour. Un être d'amour, aussi. On l'aime. Mais la dernière question de SP White, c'est est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'être un employé de l'État paragouvernemental ou subventionné par l'État ou le fait de voter socialiste? On avait fait un super épisode là-dessus qui était les Tax Eaters. Je pense que c'était un des préférés de Yann parce qu'il avait vraiment aimé le mot. Je me souviens. C'était-tu toi, Yann, ou c'était Frank? Mais il y en avait un de vous deux qui avait aimé le mot Tax Eater. Ah, moi, j'aime bien ça. La brûle pour point. Là. Je pense que c'était Frank. OK. Ben, on parlait de comment tu avais. Ça remontait à Ludwig von Mises, mais aussi à d'autres penseurs qui remontaient très loin, que tu avais des consommateurs de taxes, puis tu avais. Qui étaient les tax eaters, puis tu avais les producteurs de taxes, c'était ceux qui payaient, et qu'ils avaient des incitations complètement différentes étant donné leur position comme net payeur ou net
receveur ou net contributeur. Et ce qu'on n'avait pas parlé dans l'épisode, c'était est-ce que c'est lié avec l'idéologie? On sait que c'est lié avec la taille de l'État. Puis ça, c'est l'article à gauche, à droite ici. On sait que c'est lié avec la taille de l'État. Puis, fait que, oui, plus tu as les bureaucrates, généralement, plus ta bureaucratie est grosse, plus ça va augmenter dans l'avenir. Et plus son poids démocratique est important, plus ils vont augmenter la taille de l'État. Il y a notamment une chose qui est utile, parce que l'article qui est là utilise la France, mais il y a d'autres travaux qui exploitent une chose, c'est qu'une des grosses bureaucraties en France, c'est l'armée. Et jusqu'aux années 40, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, les officiers militaires actifs n'avaient pas le droit de vote. Et donc, comme ils ont eu le droit de vote après la guerre, il y a eu un gros changement de type d'électorat d'une shot en fonction de la taille de l'armée. Et tu vois un changement discret à cette période-là. Donc, on le sait qu'il y a une relation de cause à effet entre les deux. Soit dit en passant, un petit détail historique intéressant. Philippe Pétain, qui était le dictateur français pendant la Deuxième Guerre mondiale, le collaborationniste de Vichy, malgré qu'il a été chef d'État, n'a jamais voté de sa vie à cause de la loi que je mentionne. Jamais dans sa vie, il n'a voté. Parce que la loi existait. Et quand la loi a été abolie, il avait été frappé d'indignité nationale, donc il ne pouvait pas voter. Anyways, il avait 89 ans ou 90 ans à ce moment-là. Quelque chose de même. Il était trop vieux pour voter, anyways. Mais on sait que les bureaucrates, effectivement, votent d'une manière unique. Mais je n'ai pas trouvé d'article en réponse pour SPY. J'ai vraiment cherché, puis j'ai passé quand même 1 heure à regarder. Je n'ai pas trouvé d'article qui dit de manière convaincante d'un chemin ou de l'autre si ils sont plus susceptibles d'être de gauche. Parce que c'est ça la question de SPY, c'est est-ce qu'ils sont socialistes? Si tu définis socialiste comme l'idéologie, la nationalisation de l'économie pour rendre assujettis au processus démocratique les décisions, il n'y a pas vraiment grand-chose, mais ils sont clairement très favorables à grossir l'État. Donc, si tu acceptes la définition de étatiste, oui, absolument. Bien, par rapport à gauche-droite, je ne le sais pas, mais par rapport, mettons, à l'aspect liberté, libéralisme économique. Oui, ils sont très illibéraux. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, moi, ce que je remarque plutôt, c'est que, tu sais, si tu regardes, mettons, c'est qui les libertariens, là, quote unquote, ou libéral classique, c'est souvent genre des profs d'université, des gens dans des think tanks, puis tout. Alors, puis, tu sais, je pense que le cliché que les gens ont, c'est plutôt que ça va être. Puis ça vient plus du milieu des entrepreneurs. Mais en fait, en général, les entrepreneurs sont plus protectionnistes que les gens qui. Parce que dans le fond, le prof d'université peut être un travail pour l'État, au bout du compte. Là. Surtout au Québec. Là. Puis c'est dans ce milieu-là que tu vas trouver des libertariens. Justement, comme notre ami Pierre Desrochers et autres. Puis dans plusieurs entreprises que tu vois, des chefs d'entreprise qui prennent la parole publiquement, c'est qu'ils sont full protectionnistes, là, puis ils demandent des interventions de l'État pour gérer quand est-ce que leur commerce... Moi, le classique de ça, c'est les quincailleries du Québec qui demandent au gouvernement de décider quand est-ce qu'ils vont ouvrir ou fermer, puis ils demandent à aller gérer les heures d'ouverture. Je dis, mais ferme-le ton commerce si tu veux le fermer. Ouais, mais c'est parce que mon compétiteur va rester ouvert. Je suis surpris, moi, en fait, comment dans beaucoup de milieux, justement, des entreprises, de l'entrepreneuriat, c'est zéro libéral. En fait, c'est full surpris puis pas, là. Mais je sais pas ce que tu en penses de ça, puis je sais pas s'il y a une littérature là-dessus. Là. Mais moi, j'ai l'impression qu'au contraire, les positions vraiment plus libre marché, libertariennes, ne viennent pas pantoute du milieu entrepreneurial. Écoute, je ne sais pas la réponse précise à ça, mais je vais te dire c'est quoi mon prior. Mon prior, c'est que tu as toujours 5 % de la population qui est libérale. La question, c'est est-ce que parmi les sous-populations, tu as plus ou moins que 5 %? Je te garantis que dans la fonction publique, si tu trouves 1 % de la fonction publique qui se dit libérale dans le sens philosophique, là, je suis infiniment surpris. Si tu me dis que 15 % des entrepreneurs se disent libéral ou libertarien, je ne suis pas surpris. Fait que, tu sais, mais en même temps, c'est quelque chose que je dis souvent, on l'a déjà dit dans le passé, le quasi-libéralisme a amené à la fin de la pauvreté, à une élimination massive de la pauvreté sur Terre, alors que le quasi-socialisme, il manquait un goulag de plus pour réussir à arriver à l'utopie. Donc, tu sais... Ah ouais? Oui, c'était ça. OK. Fait que le quasi-libéralisme a bien montré.
Ce qui me fait dire depuis toujours, c'est que malgré l'impopularité des idées libérales, le track record parle tellement fort dans le grand schème des choses qu'on n'a pas besoin d'avoir 30% de la population. T'as On est raison, on l'entend capable- chaque jour à Radio-Canada. Effectivement, mais même là, des fois, ils sont obligés de répondre à des arguments libéraux. Ils s'imaginent qu'il y a des néolibéraux partout dans leur tête, là. We're everywhere. On est 5% de la population, mais dans leur tête, on se cache dans les campagnes, on se cache dans les rideaux. Si à l'Halloween, là, tu dis Milton Friedman, puis on sort des rideaux. Mais c'est pour ça que je te disais ça tantôt avec mon commentaire, c'est que, tu sais, souvent, les gens de gauche, ils vont dire, ah, mais tu sais, ça, c'est des affaires voulues par le patronat, puis tout. C'est que, excuse-moi, à chaque fois que j'entends des trucs de patronat parler, c'est tout le temps de la bullshit social-démocrate, full protectionniste, à l'os, là, qui veut 12 000 règles. J'ai jamais entendu quelqu'un qui est dans le patronat de ma vie, là, arriver puis avoir une position libre-marché, puis tout. Jamais, j'ai jamais entendu ça. Ils veulent moins de taxes, ils veulent moins d'impôts, mais une subvention, on ne dit pas non. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, en même temps, je les comprends. Là, je veux dire, tu veux que ta business survive, puis il y en a effectivement que c'est des alliés de circonstances des fois. Mais tu sais, ça m'est déjà aussi arrivé d'avoir des bureaucrates qui étaient des alliés de circonstances sur un sujet. Dans le temps que on parlait d'enlever au Québec les restrictions sur les taxis, il y avait beaucoup de fonctionnaires qui étaient très favorables. Ils n'étaient pas pour les mêmes raisons que moi, mais tu sais, au final, c'était une meilleure chose. Ça a donné une taxe que j'aime pas beaucoup, qui est un surnom que je n'aime vraiment pas. La taxe Gelozo! J'espère que ça n'a jamais été très publicisé, ce nom-là. Non, bon, on va commencer mais c'est dans les annales du trio économique. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal, les gars. Là. Il y a des choses qui me torturent dans ma vie. Ça, c'en est une. J'avoue que c'est la pire insulte qu'on pouvait faire, donner ton nom à une taxe, quand même. Oui, je veux dire, c'est quand même une des choses que je trouve effectivement les plus insultantes. Ça, puis me dire que je veux mon steak bien cuit. C'est comme... C'est dans le même registre, là. Ouais, non, c'est ça. Il va être psychopathe manger un steak bien cuit. Mais ça. Prochaine question. Question de Rémi Ouellet. Il voulait savoir Picard ou Kirk. La réponse est à l'écran. OK, mais mettons, pour ceux qui sont en audio, peux-tu l'expliquer? C'est Jean-Luc Picard. C'est une question de Star Trek. OK. Rémi veut savoir lequel est mon préféré des deux capitaines dans la série Star Trek. Je n'ai pas encore eu la chance d'écouter les deux nouvelles. Jamais écouté ça. C'est de toutes les séries de science-fiction, c'est celle qui est la plus utopique, mais qui est quand même le fun parce qu'il y a une sorte d'optimisme qui est naïf, qui n'a aucun réalisme. Puis d'une certaine manière, Star Wars est bien plus proche de la réalité cynique de comment le monde fonctionne. Ouais. Mais Star Trek te donne envie de rêver un tout petit peu. Puis dans les personnages qui ont des bons comportements, Picard, c'est le meilleur. Fait que là, t'es en train de te dire que moi, généralement, qui est plus optimiste dans la vraie vie, puis toi qui es extrêmement cynique, j'aurais dû écouter genre Star Trek plutôt que Star Wars. Puis toi, qui devrais aimer Star Wars parce qu'il y a une vision très réelle de la politique, t'aimes pas Star Wars, t'aimes Star Trek. T'es tellement en train de faire une gaffe, là. T'es en train de te mettre le pied dans la bouche. Fait que je vais permettre ma petite réplique baveuse. Yann, c'est de la fiction. Fait que, tu sais, j'ai le droit de rêver. Ça existe pas pour vrai, ça? J'ai le droit de rêver. Mais c'est vrai que dans Star Wars... Sur terre. Mais c'est vrai que dans Star Wars, l'aspect politique est intéressant quand même. Plus réaliste que dans Star Trek, de 3 pour 1. Il y a un article que je n'ai jamais publié, il est sur mon ordinateur quelque part. C'est Economic Growth in Star Trek versus Star Wars. T'es sérieux? T'as fait ça pour vrai, là? À un moment donné, je m'emmerdais dans un aéroport pour À vrai. quel journal tu pensais envoyer ça, là? Ben, en fait, un des articles les plus connus en économie qui a fait en sorte que Paul Krugman pouvait aller à Comic-Con donner un speech, c'est qu'il avait écrit A Theory of Interstellar Trade. Puis moi, je voulais juste écrire il y a plein d'articles en économie qui sont des articles de jokes, qui sont écrits comme des jokes, mais qui sont juste des exercices de curiosité intellectuelle. Puis je m'emmerdais comme fois à l'aéroport, j'avais 9 heures à attendre. J'ai écrit un modèle dessus, puis je me suis rappelé de quelques affaires dans des épisodes. Fait que j'avais commencé à scribouiller un modèle qui montrait que techniquement dans Star Trek, la croissance est absolument incroyable. Tu as du 10% de croissance. Ça implique des taux de croissance de 10% par année au minimum, alors que dans Star Wars, tu en as 0 sur des millénaires.
C'était ça. Je ne l'ai jamais publié et je te garantis que je ne dépenserai pas 1 minute de plus sur cet article-là que j'en ai passé. C'est quand même très bon, pareil. C'était purement un exercice de curiosité. Méga geek, man. Non, mais c'était même juste pour voir si j'étais capable de faire, à partir d'une quantité d'informations hyper limitée, est-ce que j'étais capable de faire fonctionner les modèles? C'est vrai, c'est le paradoxe de Star Wars. Tu vois tout le monde qui vit dans un désert sur Tatooine, qui ont de la misère à avoir de l'eau, puis qui sont tout croches, puis des bars de danseuses partout avec des filles à 3 totons. Puis, d'une certaine façon, apparemment, ils ont inventé le déplacement interstellaire à ultra vitesse et l'hyperspace. Imagine Vincent, lui, il regarde ça, puis dans sa tête, il voit pas, genre, l'histoire qui arrive, il est comme, genre, est-ce que c'était économiquement rentable d'explorer Tatooine? Okay, je l'ai. Je veux juste dire, j'ai l'article. J'ai l'article ici, là, j'ai été le ressortir. J'étais The Economics of Star Trek versus the Economics of Star Wars, a paper by an economist with too much free time in an airport. C'est littéralement le titre. Et dans la discussion, il y a une section qui s'appelle There wouldn't have been a war, wasn't it, if there had been a Western Union. Puis la raison, c'est que si tu écoutes l'épisode 1, la raison qu'il rencontre Anakin, qui détruit tout l'univers à toute fin pratique avec en détruisant l'ordre des Jedi, c'est parce qu'ils n'étaient pas capables d'accepter les crédits de la République sur la planète Tatooine, parce qu'il n'y avait pas de fucking Western Union qui disait « Voici des dollars, je vais te donner de ça. » Fait que, ce qu'il y a à l'aéroport à Montréal, il n'y en avait pas sur cette planète-là. Fait que, clairement, il y a quelque chose de très inefficace dans cet univers-là. C'était ça. Mais, that's it. Moi, je restais jamais à fille aux 3 totons. Je m'excuse. Ça, c'est dans Total Recall, esti. Je sais pas, je niaise. Tabarnak. C'est dans Total Recall, tabarnak! C'est pas la même chose! Oh! C'est avec Arnold, ça. C'est le meilleur film, d'ailleurs, de Arnold, à mon opinion, Total Recall. Parce que la meilleure scène à la fin, c'est I'm gonna blow this place up and be home on time for cornflakes. Ça, c'est ma ligne préférée de toute la style calice de toute l'histoire des films. I'm gonna blow this place up and be home on time for cornflakes. Voilà. Ça fait que ça, c'est la réponse pour Rémi. Exact. Marc posait... Attends un peu, t'as eu cette face-là dans la presse? Ouais, ils ont pris ma photo de mariage. OK. Fouille-moi. Ben, c'est parce qu'il faut dire une chose, c'est que les photos qui traînent de toi sur Internet ne sont pas tout le temps particulièrement bonnes. Ouais, mais je veux dire, avec le matériel... Quand tu travailles avec du matériel comme ça, there's just so much you can expect. Ouais, c'est ça. Fait que moi, personnellement, c'est elle que je prends tout le temps parce que c'est ta meilleure photo. C'est pas mal la seule qui... Ben, il y en a une nouvelle sur le site de l'Institut. Ils m'ont fait venir. Écoute, va sur le site de l'Institut, tu vas aller voir. Il y a une photo même qu'ils m'ont fait prendre avec un photographe professionnel. Mais en fait, ce qui est surprenant, c'est que la presse s'est mis une photo de toi dans le journal La Presse et que tu paraisses bien. Moi, j'aurais plus pris la photo de Pékis à leur place. Où est-ce que j'ai l'air de ça, là? Où est-ce que tu vois que j'ai un œil plus bas que l'autre un tout petit peu, là? Ouais, c'est ça. Écoute, si c'était pas de mon intellect, j'aurais pas grand-chose. Puis même là. Ah, OK, ouais, mais c'est parce que la seule affaire, c'est qu'elle est comme en format miniature, là. C'est inutilisable. Ben, en fait, sûrement que je peux t'avoir la haute résolution. Il a l'air un peu niais, pareil, là-dessus. Ben, il a l'air bon enfant, tu sais. Ben, j'ai l'air... C'est ça, je suis bon enfant et je suis niais, là. À côté de Ted Lasso, c'est parfait, là. Ah si, je vais l'appeler de même, tabarnak. Gabriel, si t'écoutes, tu viens d'avoir ton surnom. Écoute, juste pour dire... Ah si, tu viens de me donner... J'aime de te briser. Tu viens de casser quelque chose, man. Écoute, j'ai un livre qui sort dans pas long avec les presses de l'Université de Chicago. Puis dans les remerciements, il y a beaucoup de gens qui ont des surnoms que je leur ai donnés. Et je peux te donner les surnoms que je donne à des collègues. Donc, chacun qui réussisse à avoir des surnoms. Il y en a un qui s'appelle Captain Morgan, parce qu'il a l'air de Captain Morgan. Il y en a un que j'appelle le Baron, parce qu'il a l'air d'un baron. Il
Il y en Des a grosses un. justifications, ça? Ouais, c'est Ouais, ça. ben, non, mais il y en a un, c'est ça, mais il y en a un aussi, je l'appelle le socialiste. Parce Qu'il qu'il est a de français. l'air d'un socialiste. Ah Non, non, j'ai dit parce qu'il est français. OK. Euh, Which means the same. Mais tu sais, il y a toutes les. Ouais, même chose, c'est ça. Fait que, mais tu vois que dans les acknowledgements, il y a un paquet de gens que je partage leur surnom avec la discipline. Fait que tu vois qu'il y a beaucoup de mes collègues qui ont des surnoms pas super que je leur donne. Fait que, mais Ted Lasso maintenant va participer à ça. Fait que Gabriel, Mais, t'es faite, man. OK. Mais là, excuse, si je t'ai fait déraper, ça n'a pas du tout rapport avec la question de Marc. Ouais, ça n'a pas j'imagine. du tout rapport avec la OK. question de Marc. On a complètement dérapé parce qu'on est prêt à se discipliner. Marc demande: Bonjour, M. Geloso, j'aimerais en savoir plus sur quand le concept de la dette a commencé aux États-Unis et pour quelles raisons. Et est-ce que la façon de faire à l'époque est différente qu'aujourd'hui? Merci et bonne fin de semaine. Écoute, j'ai eu de la Quand même. difficulté, absolument. La Ouais, similarité ouais, est très élevée. il Quand ressemble même, pour vrai, Frank. là, c'est- Ouais. Quand même. Et quand t'écoutais la série, c'était encore plus drôle. Là, tu fais ce que tu peux, hein? Ouais. Ted Lasso. Mais Marc, j'ai eu un peu. J'ai interprété ta question de deux manières différentes. Je ne suis pas sûr laquelle des deux tu veux. Moi, ce que j'ai compris que tu demandais, c'est pourquoi est-ce que les États-Unis se sont endettés autant depuis plusieurs années, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ben, j'avais même écrit un article dans la presse dans le temps qui était au C'est début ça de la qu'on voyait à COVID. l'écran. Là, ouais, Good. C'est They ça qu'on voit. can. Dans le temps de la COVID. Puis j'avais parlé de la discipline perdue des économies avancées. C'était pas le titre que j'avais soumis à la presse au début. C'était la discipline fiscale perdue. La logique de la discipline fiscale, c'est parce que pendant longtemps, ce que les gouvernements faisaient, c'est qu'ils avaient toujours des surplus qui étaient égaux au coût d'emprunt qu'ils avaient à faire sur la dette, des surplus pour repayer la dette existante, et c'est tout. Tu n'avais pas de politique contre-cyclique. C'est que l'idée, c'est que tu devais ne jamais changer les taux de taxation. Tu gardais tout stable pour que tout le monde ait des règles claires du jeu. Puis, s'il y avait une crise, le déficit augmentera pendant la crise, mais on ne change absolument rien. S'il faut qu'on dépense plus pendant la crise, juste parce qu'il y a plus de dépenses qui augmentent pour X ou Y, tu ne changes rien. Quand la crise se termine, tu prends les surplus qui sont toujours inculpés. Comme ça, dans le long terme, la dette ne change pas relativement au PIB. Ça, c'est l'idéal. C'est même pas l'idéal keynésien. Le point que je fais dans cet article-là, c'est les keynésiens, c'est eux qui ont causé un des dommages. C'est que dans l'idéologie keynésienne, la dette publique, c'est plus nécessairement que tu gardes des surplus dans toutes les années qui vont couvrir le déficit des quelques années exceptionnelles. C'est qu'il faut que tu aies des périodes dans lesquelles l'État fait des surplus, donc il augmente les taxes pendant les périodes d'expansion et il les baisse pendant les périodes de contraction. Mais là, ça veut dire que tu changes constamment la fiscalité. C'est ça la prescription keynésienne. Et la prescription keynésienne, qu'elle soit valide ou non comme théorie économique, le point que des gens comme James Buchanan fait, qui était ici à Mason pendant longtemps, qui avait gagné le prix Nobel, c'est que les politiciens ne suivront jamais, anyways, la prescription keynésienne parce qu'ils aiment ça faire des déficits. Et quand tu as amené l'idéologie keynésienne, l'argument de Buchanan, c'est que tu as cassé l'orthodoxie fiscale, l'espèce de constitution non écrite, mais que tout le monde acceptait comme une norme, que les surplus, ça doit être la norme. Et non pas un outil de gestion des cycles économiques. Et dès que tu leur as donné cette licence-là, ils sont allés au pute avec. C'est fondamentalement de la manière que Je tu vois veux très voir. bien Keynes au pire. Écoute, si tu connais C'est la tout qu'un biographie, numéro. Là. si tu connais la biographie du personnage, Ouais, on en avait déjà parlé. Ouais. c'est pas exactement faux. C'est pas exactement ça, mais c'est pas exactement pas ça. Ouais, c'est ça. It's a bit fuzzy. Ouais, c'est ça. C'était un personnage. Look like a fuzzy one. C'était un personnage coloré, même si d'une intelligence absolue, absolument exceptionnelle. Faut lui donner ça. Mais en gros, la réponse, c'est un changement dans l'idéologie autour de la dette. Je pense là-dessus que c'est très clair que l'orthodoxie fiscale que moi j'accepte,
Donc, la vieille affaire des années 20, 30, 1870, je suis un de peut-être 15% des économistes qui acceptent cette vieille orthodoxie-là. Tu gardes les impôts stables tout le temps, les dépenses stables à un idéal. Moi, je vais prendre tes affaires de contre-pouvoir. Le réel contre-pouvoir à l'endettement, c'est l'inflation. Puis, tous les gains de productivité qui ont empêché d'avoir cette inflation-là, malgré une grande impression monétaire, ont été accaparés par les politiciens, malheureusement. I will not argue with that, except in a few details. Je pense qu'on l'oublie, l'inflation, comme un grand contre-pouvoir à nos politiciens, parce que tu le vois, toutes les fois qu'un pays, vous l'avez vu, pas tantôt, mais la semaine passée, quand on met les taux d'intérêt sur la carte, quels pays ont des taux d'intérêt un peu hauts? Russie, Brésil, Turquie, 33% pour la Turquie, 31% pour la Turquie. C'est un contre-pouvoir, ça, là. Tu peux plus emprunter. Quand tu es rendu à émettre de la dette à 31% d'intérêt, tu n'es plus capable d'emprunter. C'est ça que ça veut dire. Ben, ça veut dire qu'il y a des réformes qui se font à ce moment-là. Si tu fais pas tes réformes, ça finit en Zimbabwe. Là. Ça finit pas bien. Effectivement. Ben, écoute, c'est drôle que tu dis ça. Oups. La réponse à pourquoi les États-Unis ont emprunté autant, because they could. Ils pouvaient. C'est juste à cause de ça. Il n'y avait pas assez d'inflation qui amenait des taux d'intérêt assez élevés pour empêcher les politiciens de le faire. Écoute, ça ressemble à ça, mais j'ai pas envie d'embarquer dans tous les détails de la dette, là, parce que j'aime encore plus la prochaine question. Celle de Marc, je l'aimais bien, là, parce que ça me permettait de parler du rôle des constitutions fiscales, puis que c'est important de revenir à une forme de constitution fiscale pour attacher les mains des politiciens. Ben, c'est la question de Jason, par contre, qui est parfaitement connectée à ça. Jason me donnait comme 2 questions ensemble avec celle de Marc. J'étais là comme ces 2 questions-là doivent aller ensemble. Jason demande, avec ma crise de face dans l'image, tu es premier ministre du Canada et tu peux créer ou enlever 3 lois pour améliorer le pays, ça serait quoi? Je viens de les mettre. Les lois crépusculaires, donner le contrôle des nominations au Sénat aux provinces, abolir tous les transferts fédéraux, redonner l'espace fiscal aux provinces. Loi crépusculaire, on en avait ça demain matin. C'est ça, changer les règles du jeu. Là. Avec ça, tu recrées instinctivement une constitution fiscale. Loi crépusculaire, on en avait parlé, c'est l'idée qu'à toutes les X nombre d'années, toutes les agences, tous les règlements doivent être revotés. Et la vertu de ça, c'est que ça doit être revoté par vote nominal à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes. Et dans un tel cas, il y a 2 choses qui se passent. 1, tu loads l'agenda de la Chambre des communes, comme ça, ils ne peuvent pas faire des nouvelles lois. 2, ce qui reste, c'est les choses qui sont consensuelles, donc des choses pas passées sur le coin d'une bout de table avec une loi Bayon ou quelque chose comme ça. Ce qui passe à l'agenda, si tu as un espace limité de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, ce qui va rester, c'est les choses que les gens sont 100% d'accord. Quand tu regardes les données sur ça, les lois crépusculaires réduisent la croissance des dépenses de l'État. Mais il faut que ce soit. Il y a quand même un enjeu là-dedans, là, si je peux ajouter, là, parce que il faut que ce soit extrêmement bien designé à la base, parce qu'on l'a vu là, avec la loi sur l'urgence sanitaire. Yep. Ça n'est un principe de loi, même si ce n'est pas exactement ça, mais ça n'est il y avait un principe crépusculaire là-dedans. Ça devait être revoté après un certain nombre de jours, sinon la loi devenait caduque. Puis on a vu qu'ils ont comme crossé le truc pour finalement, on a voté ça au Conseil des ministres, alors que ça, c'était l'esprit original, c'était peut-être plus de passer par l'Assemblée nationale, mais c'était pas clair de la manière que c'était écrit. Et ça a été justement instrumentalisé, je pense, contre l'esprit original de la loi. Oui, puis en plus, écoute, tu as mis le doigt sur quelque chose dans un détail, là, mais dans le livre qui va sortir bientôt, le livre français, pas le livre aux presses de l'Université de Chicago, Simon Larochelot m'a aidé à, je disais, comment est-ce qu'on pourrait l'enchasser dans la Charte des droits et libertés du Québec. Et Simon m'avait donné la formulation exacte et c'est la manière dont je le propose. Tu peux l'enchasser dans un texte de loi qui est la loi fondamentale de la nation, la Constitution. Donc, il y a une manière de l'écrire explicitement que l'Assemblée nationale doit revoter. Et je remercie Simon de m'avoir aidé à écrire ça.
Ben, la crise du plafond de la dette qui est récurrente aux États-Unis remet toujours en question certains trucs quand même. Tu sais, ça a l'air... Ben, c'est une forme de loi crépusculaire. Oui, c'en est une. C'est une forme faible et bâtard. Ouais. Genre parce que c'est l'équivalent. tout un freak show. Là, on dit le gouvernement va avoir un shutdown, tout le monde va fermer, on ne pourra plus payer les employés. Puis finalement, par se régler. Chaque fois qu'ils disent ça, je suis comme I don't see the downside. Ouais, c'est ça. C'est Moi comme- non plus, c'est je suis comme- comme... C'est comme la série. À un moment donné, j'avais commencé la série avec ma femme, Designated Survivor, qui est l'épisode commence avec le Congrès qui se fait exploser. Puis je me souviens, j'ai arrêté la télé à ce moment-là. J'ai dit Can't get any better! On arrête ça là, babe. C'était excellent. Faut pas m'oublier mon côté un petit peu anarchiste dans le fond de mes tripes. Mais parlant de côté anarchiste, j'ai fini finalement la série Sons of Anarchy. Et j'ai pas encore eu la chance de commencer. Ça me fait triper sur l'épisode de Pirates qu'on a fait. Ça fait une couple de semaines là, qu'on a publié l'épisode des Pirates. Là. Mm-hmm. Puis tous les constitutions, tout ce que tu parlais, là, les constitutions, les vu, normes, hein? tout ça. Tu le vois pas dans les premières saisons de Sons of Anarchy, mais dans les dernières saisons, tous les concepts qu'on a vus dans cet épisode-là, tu vois l'application stricte de leur constitution, comme le charter de club de motards. J'ai fait « Holy shit! » Là, on a comme... Je trouve qu'il y a comme une saison de trop dans Sons of Anarchy, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais quand tu arrives à la fin de tout ça, puis là, si tu fais ton wrap-up puis tout ça, moi, la conclusion que j'avais, c'est « Chris, notre épisode sur le trio économique était donc bien bon. » Écoute, on fait ce qu'on peut. Hein? C'était tellement sa coche. Puis tu sais que Sons of Anarchy, il y a quand même un des personnages qui est Happy dedans, qui est un vrai Hells Angels. Puis qui les a conseillés tout au long de la série, tout ça, pour comment ça se passait réellement dans les Hells, ainsi de suite. J'ai trouvé ça vraiment cool, parce que c'est assez réaliste. Puis ce qui me disait que c'était assez réaliste, ben, je comprends que c'est ramassé, puis c'est un film, puis il y a beaucoup trop de monde qui meurt qu'en vrai. Là. Mais ce qui me faisait penser que c'était réel, c'est que tous les codes qu'il y a à l'intérieur de la série, c'est quelque chose qu'on avait parlé par rapport aux pirates, puis c'est les mêmes processus économiques. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool, là, sérieusement. Là, c'est en tout cas, j'écoute pas beaucoup de culture dans une année, mais quand tu fais des liens avec le trio économique dans une série culturelle, je trouve ça quand même intéressant. Écoute, j'allais faire une ligne, mais je me rappelle plus exactement. Ouais, fais attention. Là, je suis pas un ancien chef du PQ, hein, parce que si je l'étais, je serais en prison. Si j'étais ce chef-là en question, c'est hypothétique. Mais je vais laisser, je ne me rappelle plus exactement la citation, fait que je vais laisser ça de côté. Mais le deuxième point, pourquoi donner le contrôle des nominations au Sénat, aux provinces? C'est-à-dire que là, tu mets les provinces littéralement en compétition directe avec le gouvernement fédéral. Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que tu as de la compétition par palier. Tu as compétition entre provinces, entre villes et le fédéral avec les autres nations. Là, ce que tu fais, c'est que tu permets de la compétition du provincial contre le fédéral. Donc, tu permets de la compétition interpalier. Donc, le provincial peut essayer d'aller faire chier le fédéral, ce qui serait une excellente chose. Et pourquoi nominer? Pourquoi pas élu? C'est les provinces qui décideraient. Okay. Si Terre-Neuve veut nommer ses sénateurs ou l'Alberta veut les élire, l'idée, c'est qu'eux décident sur recommandation de l'électorat, sous recommandation de la Chambre nationale, sous recommandation du premier ministre. I don't give a shit. L'idée, c'est que les provinces, après ça, agissent comme littéralement un garde-fou au fédéral, ce que la Constitution américaine initialement désignait le Sénat de faire. C'est très récent aux États-Unis que le Sénat est élu par les sénateurs sont élus par les gens. Historiquement, les sénateurs étaient choisis par les législatures des États et non pas par les électeurs pour qu'ils aillent défendre les États au Sénat. Le troisième, plus de transferts fédéraux. Ça c'était dans le livre de Mike Harris puis Preston Manning que tout le monde a oublié, mais qui était excellent. Plus de transferts fédéraux, tu enlèves le transfert canadien sur la santé, le transfert canadien sur les programmes sociaux, tu enlèves la péréquation. J'achète ça demain matin. Tout l'espace fiscal qui a été libéré, tu baisses les impôts pour que les provinces décident de l'occuper ou non. S'ils ne veulent pas l'occuper, ils ne l'occuperont pas. Mais le danger, c'est que les transferts fédéraux ont deux effets pervers. Le premier, c'est qu'ils découragent la discipline fiscale parce que tu peux passer la facture à d'autres et tu décourages les politiques pro-croissance. Les incitations sont très mauvaises.
Et aussi, c'est drôle à dire, mais l'Alberta a probablement un État trop petit pour ce qu'elle aurait autrement, parce que c'est elle qui paye. Les Albertains, s'ils n'avaient pas à payer beaucoup autant de transferts fédéraux, ils auraient probablement un État différent. Donc, tu es en train, avec les transferts fédéraux, de forcer les gouvernements à être plus gros où est-ce qu'ils sont gros et trop petits où est-ce qu'ils sont petits. C'est un des effets pervers des transferts fédéraux. Et tu changes beaucoup de choses. En fait, si tu faisais ces 3 réformes-là, mon souverainisme mourrait dans l'âme parce que c'est les 3 choses qui, je pense, dans la structure actuelle du Canada, font en T'es sorte un que... fédéraliste idéaliste? Non, je suis... je veux juste... Rappelle-toi, je veux des Québécois libres. Je veux pas besoin d'un Québec libre. Mais ça reste à démontrer, ça, ce que tu viens de dire là. Non, mais si tu me donnes... Ce que je dis, c'est que si tu me donnes la fin des transferts fédéraux, je vois plus de justification plausible pour la souveraineté. Pour vrai, là, si tu me donnes ça... Ouais, parce que toi, tu es un souverainiste pour laisser le Québec dans sa dèche. Là. On s'entend. Répète ça. Mais tu as toujours dit ça. Moi, je suis souverainiste parce que si on était souverain, on serait pogné pour gérer notre budget nous-mêmes, puis on couperait beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmes. Je suis pas sûr que j'aurais dit dans sa dèche, mais OK, fine. Let's go with that. C'est pas ce que je m'attendais comme expression. Tu m'as un peu désarçonné, mais OK, fine. C'est effectivement vrai, c'est que le Québec serait obligé de composer avec tous les problèmes qu'il a accumulés. Et il y aurait de la discipline qui se ferait, puis j'ai pas de problème avec ça. Les Au transferts final, c'est des fédéraux... subventions. Là, si on le dit en termes, c'est un peu ça. Là. Ouais, mais c'est des subventions empoisonnées. C'est comme ça que je le dirais. Ben, c'est pas mal des synonymes, moi, dans ma tête. Là. Mais, Ben, écoute, t'es naïf. Il existe des bonnes subventions, Frank. ouais, c'est ça. Mais c'est parce que l'affaire, je comprends pourquoi tu es resté surprise de mon expression. Tu n'es pas la première personne qui fait la chose parce que dèche est utilisé pour un terme relativement visqueux. Mais la réalité, c'est que ça a d'autres aussi définitions. C'est crémeux. Je sais pas. Non, mais c'est parce que la dèche, en réalité, ça veut dire misère, galère, pauvreté, ces affaires-là. Là. C'est juste, je sais pas pourquoi ça a fini qu'on a mis ça à connotation avec le sperme. J'ai pas compris d'où vient ce lien-là. Mais laisser quelqu'un dans sa dèche, l'expression n'est pas en lien avec la matière visqueuse. Merci pour ce moment éducatif. Aux États-Unis, dans les années 80, il y avait un show qui finissait. Pas de ma faute, je parle à quelqu'un il y a 5 ans d'âge mental, Frank. Ouais, il y avait un show, il y a un show aux États-Unis qui s'appelait. Il donnait toujours des petits faits, des infomercials. Puis ça finissait avec une petite étoile qui passait avec des firmaments qui allaient derrière et ça disait The more you know. Demandez à GPT voir pourquoi on associe dèche et sperme. OK. On va laisser ça de côté. Puis je ne voudrais pas être ton chat GPT. Je me demande s'il y a une réponse pour moi. Écoute, Mark Carnage, il demande est-ce qu'il serait possible de privatiser plein de pans de l'État tels que la SAC, la SAQ, l'Auto-Québec? C'est à cause des Français, man. Ouais, c'est une expression française. Ça. Mais ouais, mais cette signification est argotique et importée du français de France, notamment à travers les expressions comme lâcher sa dèche ou prendre une dèche, qui sont des tournures très familières et obscènes utilisées dans certains milieux ou types de langage de porno, justement. OK, fait qu'on va répondre à Marx. Fait que c'est même pas québécois, c'est français de France, man. Fait que nous autres, les Québécois sont plus civilisés que les Français par rapport à l'utilisation du mot dèche, de ce que je comprends. OK, d'accord. Moi, j'essaie de passer par-dessus ça depuis comme 5 minutes, puis Yann... Pas moi! L'écureuil à Yann, là, il est parti. Écoute, la réponse pour Marx, il veut savoir si on pourrait privatiser des choses comme qu'on ne parle pas aussi souvent, comme la SAC, l'Auto-Québec. Mon critère pour la privatisation, généralement, c'est est-ce que le marché peut le faire puis que les consommateurs peuvent agir facilement comme eux-mêmes les régulateurs? Pour la SAQ, c'est fucking clair que oui. OK? Les consommateurs sont très capables de juger de la qualité de l'alcool qu'ils boivent. Je veux dire, ça fait plusieurs millénaires que l'être humain fait ça. Mais mettons, je prends un cas plus extrême, des prisons, ben c'est beaucoup plus difficile de faire de la monitoring de c'est quoi une bonne qualité de service de prison. C'est quoi le critère? C'est le taux de récidive? En fait, il y a des fonctions de l'État qui sont beaucoup plus difficiles à privatiser. Puis dans ces cas-là, généralement, la manière que moi je l'approche, c'est que plus c'est incertain, plus ce que je vais faire, c'est essayer de casser le service en plusieurs morceaux, comme
OK, fine, la prison doit être une prison publique, mais est-ce que la cuisine doit être publique? Est-ce que ça peut être juste un sous-traitant? Est-ce que tu peux casser le service en fonction de qu'est-ce qui est facilement visible? Et là, dans ce cas-ci, j'y vais plus au cas par cas de jusqu'où je peux pousser la frontière. Exact. Puis c'est plus ça mon critère. Fait que, tu sais, je sais pas si je privatiserais genre la SAAQ. Mon instinct, c'est que je pense pas que c'est nécessaire que ça soit un truc provincial. Je pense qu'il devrait laisser aux villes un frais d'immatriculation, puis that's it, that's all. Puis j'ai jamais compris, d'ailleurs, ça c'est radical ce que je vais dire, mais les compagnies d'assurance ont tout à fait un intérêt à s'assurer que la personne sache conduire. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir une SAAQ qui garantit ça. Ce que tu devrais dire, c'est que tout le monde doit s'assurer. Puis comme tout le monde doit s'assurer pour conduire, ben, dans ce cas-là, le marché va prendre Donc, soin on dit de... déjà ça, tu es obligé d'avoir un chapitre A sur ta couverture. Oui, mais moi, je dis même si tu n'as pas Non, d'auto. Je sais. Même... Ce que je veux dire, c'est que ça existe déjà, cette obligation-là. C'est ça qui est le pire. C'est ça qui montre que ça serait vraiment facile de se débarrasser de la SAC. Exact. Exactement. Fait que tu n'as pas besoin de cette agence-là. Si ce que tu veux, c'est assurer d'éviter les dangers, ben, tu n'as pas besoin des permis de conduire en soi. Ce que tu as besoin, c'est quelque chose qui fait la fonction du permis de conduire. Est-ce que ce qui ferait ça, disons, si c'était privé, est-ce que ça serait aussi bien? Je ne le sais pas, puis j'ai pas envie d'embarquer dans ce point-là. Je dirais que la prise de rendez-vous serait plus efficace. Peut-être. Pour le vivre présentement avec mon fils de 16 ans. Là. Mais t'es tellement à la que tu disais au début, là, c'est un argument que souvent des gens de gauche vont ramener là, en disant ben, tu sais, mettons, vous parlez de la santé, le privé, tout ça, mais mettons, dans des régions éloignées du Québec, il faut que tu aies un minimum de soins de santé pour les gens. Là, ben, ce serait impossible de faire du profit avec un hôpital dans le nord du Lac-Saint-Jean. Ouais, il faudrait qu'il y ait minimalement, mais si je te dis l'argument qu'on entend souvent, fait qu'il faudrait que tu aies probablement des cliniques publiques ou en tout cas qui sont subventionnées par l'État pour que dans toutes les régions, tu aies un minimum. Tu sais, tu veux que dans un village, si tu t'ouvres la jambe, tu puisses te faire des points de suture sans faire 500 km de char pour aller à un hôpital. C'est quand même un argument qui est valide, là, je veux dire. Non, moi, je ne l'accepte pas parce qu'à un moment donné, ça serait. Si tu fais ça, il y a une pente glissante, c'est jusqu'à où tu t'arrêtes. Il faudrait que le gars il ait le même service de SAQ à Chibougamau. Toi, tu fermerais Natashquan? Yep. Non, mais là, ça, c'est malhonnête, ce que tu viens de faire. Là. Je veux dire, on parle de soins de première nécessité pour pas crever si tu t'ouvres une jambe. C'est pas pareil que genre avoir la même bouteille de SAQ. Non, mais c'est un autre, là. Je peux trouver ça de mauvaise foi, mais à un moment donné, les gens choisissent les endroits auxquels ils vivent en fonction d'avantages et inconvénients. Puis c'est exprimé dans le prix des terrains. Si tu as plus d'inconvénients de vivre loin, ben les prix vont être plus bas. Puis si tu as plein de amenities à côté, les prix vont être plus élevés pour refléter le fait qu'il y a des services qui sont plus disponibles. Ce que tu es en train de faire quand tu fais ça, tu es en train de demander à la personne qui a payé cher dans une ville d'aider une personne qui a décidé de ne pas payer cher pour quelque chose. Hey, t'es vraiment pas un vrai péquiste où l'occupation du territoire fait pas ton affaire. Si tout le monde était à Montréal, j'aurais pas de problème. Si tout le monde était à Québec, j'aurais pas de problème. Le problème de Montréal, c'est plus de gens dans ta baronnerie. Ben, écoute, en fait, premièrement, soulignons que Saint-Lambert serait une principauté. OK. Le baron, ce ne serait que gestionnaire. Ouais, mais tu sais, je trouve ça boiteux, cet argument-là, parce qu'il y a plein d'affaires que les villes se payent, puis si se le payaient eux-mêmes avec leurs affaires, il y aurait pas mal moins que ce qu'ils ont, parce que, je veux dire, tu fais Pitchek à Montréal, là, ils se payent du transport en commun, puis ils vont payer toute la couronne qui a zéro service pour la ville. Mais la beauté de mon point, Frank, c'est que ça marche des deux bords. Non, je comprends. Moi, j'ai pas de problème à dire que la personne qui a décidé, qui a dit je veux payer moins cher parce que je m'en fous du transport en commun, ben, il ne devrait pas être fait pour payer pour ça. L'idée, c'est que la compétition en votant avec tes pieds va se refléter dans les prix des terrains et les gens vont s'auto-sélectionner dans certaines choses. Pourquoi tu as peu de gens qui ont besoin de services médicaux constants, qui vivent justement dans le fin fond du bois?
Ben, généralement, parce que ceux qui veulent vivre dans le bois, c'est ceux qui sentent qu'ils sont capables de s'autogérer. Je comprends. T'as un Vincent, effet mais je te dis pas qu'il faut qu'il y ait un urologue à Chibougamau. Là. Je te dis que à distance raisonnable, là, je pense qu'il est raisonnable de dire qu'une femme peut accoucher, mettons, puis il y a ce genre de truc-là. Là, Et Sans prêt à payer. sans faire un tour d'hélicoptère. parce que ben maintenant, il était rendu sur la Côte-Nord qui mettait des femmes dans des autobus pour les envoyer accoucher à Québec. Là. Écoute, Je veux dire, je pense que s'ils c'est pas sont prêts à raisonnable. payer le prix, pas de problème. Si tu veux vivre à Côte-Nord puis que tu veux rester là, ben, il faudrait tu payes paye le prix, Ouais. paye le prix de tes choix. C'est pas à d'autres Non, personnes de payer. je comprends Je ton le point sais que t'es d'accord. théoriquement. Je comprends très bien le point théoriquement, mais dans la réalité, je pense que c'est justifié de dire que tu veux avoir un minimum de services, puis dans certains coins, tu n'auras pas le choix de les donner. là. Écoute, Tu veux qu'il y ait une école. là. Mettons qu'il n'y a personne qui fait de l'argent avec une école, mais tu veux quand même que les enfants de ce petit coin-là puissent se faire éduquer minimalement. ben, écoute, c'est là que il y a, il y a une prémisse que tu acceptes. C'est-à-dire que dans l'argument que je fais, c'est je refuse d'accepter la prémisse que l'État doit fournir ces services-là. Si par contre tu me dis l'État doit fournir un certain minimum de services, je suis prêt à accepter qu'il doit avoir un minimum égal par tout le monde, mais tu m'as forcé à accepter l'idée que ma santé doit être payée par une autre personne, que l'éducation doit être payée par une autre personne. Moi, c'est J'accepte plus pas. le concept. Je veux pas donner aux gens l'idée que. Est-ce si qu'on tu déteste toutes les deux les monopoles, Vincent? Oui. Parfait. Est-ce que les monopoles forcés, les monopoles où est-ce qu'ils pourraient facilement être remplacés par la compétition, on va tous les deux détester ça de manière fondamentale. Par contre, si un monopole est obligé, je préfère quand même un monopole public à un monopole privé dans cette situation-là. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux avoir un service de santé, par exemple, dans un coin très reculé, il peut n'avoir qu'un joueur. Préférence pour le public dans cette situation-là. Parce qu'il n'y a pas d'alternative compétitive. Là. Ah, c'est ça. En C'est fait, ça le point. là, il y a plusieurs choses que je veux démêler là, dans comment tu. Parce que moi, tout le concept du libre marché, j'y adhère et je participe à ça sans aucun problème. Mais je veux dire, il va toujours avoir des mines qui font en sorte qu'il y a des travailleurs là-bas. Il va toujours avoir des réserves autochtones qui font qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de services là-bas. Il y a des réalités de la vie qui font qu'il y a des gens qui doivent vivre dans le Nord, par exemple. OK. Attends. mais laisse-moi finir. Non, mais je le vois où tu t'en vas. Mais dans cette affaire, dans ce contexte, parce que je comprends ce que tu dis, si un libre marché peu, ils ont juste à pas vivre là, allez-vous-en dans la ville ou accepter de payer le prix de ce que ça va coûter. Mais c'est parce que tu places des gens dans un contexte où est-ce que leur service de santé ou d'éducation va être fourni par un fournisseur unique. Où est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de concurrence. Le libre marché fonctionne bien dans un contexte de concurrence. Fait que c'est là que le monopole public m'apparaît comme un moindre mal. Je me dis, tu sais, il y a toujours bien des limites à crosser le monde qui vit dans le Nord. Là, tandis qu'une corporation, je veux dire, s'il n'y a pas de possibilité de concurrence, ils vont le faire. Je veux dire, on le voit, là, acheter une 24 dans le Nord, ça ne coûte pas le même prix que dans le Sud. Ah non, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai pas de problème. Je veux pas qu'on fournisse l'alcool pas cher à du monde qui ont décidé de vivre dans le Nord. Sur ce bout-là, je le comprends. Là, quand on parle de soins de santé, là, tu te dis, t'as peu. Là, dans une affaire éthique, là, dans un débat éthique là, qui est problématique. Ouais. Moi, je pense que les services de santé en grande ville, dans les banlieues, puis même en campagne où est-ce qu'il y a relativement du monde, je me casse pas la tête avec ça parce qu'il y a une alternative compétitive. Il y a une alternative concurrentielle. Tu sais, je pense pas qu'un gars, Marcel Boyer, là, la social-démocratie concurrentielle, là, je pense pas qu'il serait contre cette idée-là. Oui, là, Vincent va devoir y aller. Je pense qu'il est calé par la ministre du Bonheur. Ouais. Je rajouterai sur ça au prochain épisode. C'est bon. Fait que, on continuera cette discussion-là dans un autre épisode. Parfait. Good. Yes. Salut. Merci tout le monde d'avoir été là.